Bonjour, mon nom est Martin Meunier. Je suis professeur au département, à l'école d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. Je suis également titulaire de la chaire Québec, francophonie canadienne et mutation culturelle. Et c'est vraiment mon plaisir de vous accueillir à l'occasion, en fait, de cette discussion, cette table ronde autour du livre La fin de la culture religieuse, chronique d'une disparition annoncée, euh, rédigé par Mireille Estivales. Avant de commencer, ben, je vais juste un peu vous expliquer. D'abord, je vais demander à mon collègue Frédéric Dejean de prendre la parole au nom de la SQER, puisque cette activité est organisée à la fois par la chaire de recherche et aussi par la Société québécoise pour l'étude de la religion. Et ensuite, ben, Mme Estivales prendra la parole pour justement nous parler des intentions ayant présidé à la rédaction de ce livre. Et nous procéderons ensuite à deux commentaires, l'un de Stéphanie Tremblay, qui malheureusement est absente aujourd'hui pour raison de maladie, mais qui nous a laissé un texte qui sera lu, mais dans le ton de sa voix, non pas celle de Stéphanie, mais celle de Frédéric Dejean, va lire le texte de Stéphanie et également de Jean-Philippe Perrault. Alors, tout de suite, ben, j'aimerais introduire Frédéric Dejean. Comme vous le connaissez, Frédéric Dejean est un professeur agrégé en sciences des religions à l'UQAM. Il est très connu pour ses recherches autour de l'évangélisme, de la question aussi de ville et religion, qui occupe beaucoup de son temps. C'est un chercheur prolifique et je lui laisse la parole pour débuter cette table ronde. Merci Martin. Bonjour à toutes et tous et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue, non pas en mon nom, mais au nom de la Société québécoise pour l'étude de la religion, dont je suis le secrétaire et dont Stéphanie Tremblay est actuellement la présidente. Donc je suis heureux de vous accueillir pour cette activité autour du livre de notre collègue Mireille Estivalaise, La fin de la culture religieuse. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la SQR est une société savante qui revendique deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de favoriser les échanges entre les différentes composantes, aussi bien individuelles et institutionnelles, dans le champ des sciences des religions, ce qui passe principalement par la tenue d'un congrès biennal, la dernière édition ayant eu lieu en avril 2023 à l'UQAM et a rassemblé plus de 120 chercheurs. Et la prochaine édition aura lieu en 2025 dans un lieu qui sera très prochainement annoncé. Le second objectif de la SQR, c'est d'encourager et de favoriser la présence des sciences des religions au sein, je dirais, de la conversation démocratique. Et il est inutile ici de rappeler que le débat public est saturé par le référent aux religieux, le plus souvent abordé comme problème. Et la SQR est convaincue qu'il serait regrettable que nous arrivions à une situation où les seuls consommateurs des sciences des religions, si je puis dire, soient également les producteurs. C'est donc à la lumière de ces deux objectifs que la SQR se réjouit de la discussion aujourd'hui autour du livre de notre collègue Mireille Estivalaise, qui signe un livre qui est celui d'une spectatrice engagée. Je reprends ici le mot de Raymond Aron et je le féminise. Spectatrice engagée qui n'hésite pas à plonger dans le bas de la controverse sans pour autant tomber dans la facilité de la polémique et des affirmations définitives. Elle le fait au contraire en universitaire, en mobilisant les ressources scientifiques propres aux différentes disciplines des sciences des religions, principalement de la sociologie et des sciences de l'éducation dans son cas. Et de son point de vue, son livre témoigne avec brio de ce que l'on attend toutes et tous des sciences des religions aujourd'hui au Québec, à savoir produire des savoirs de qualité, assurer la circulation des idées et, quand cela est nécessaire, descendre dans l'arène. Je laisse la parole à Martin. Merci beaucoup, Frédéric. Et tout de suite, ben, j'aimerais demander à Mireille Estivales, autrice de ce livre et professeure à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, de prendre la parole pour nous parler des intentions ayant présidé à la rédaction de ce livre qui est à la fois une chronique et à la fois un réquisitoire. À vous la parole, Mireille. Merci Martin, merci Frédéric pour ces mots d'introduction. Bonjour à toutes et tous.
Donc d'abord, je voudrais commencer par remercier bien évidemment mes deux collègues, donc Martin Meunier et la chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et mutation culturelle dont il est titulaire pour l'organisation de cette rencontre, ainsi que Frédéric Dejean, secrétaire de la Société québécoise pour l'étude de la religion, qui m'ont donc invité à présenter mon dernier livre, La fin de la culture religieuse, chronique d'une disparition annoncée, qui a été publié récemment, à l'automne dernier, par les presses de l'Université de Montréal. Alors, dans le temps qui m'est imparti, qui est assez limité parce qu'on a vraiment voulu privilégier aujourd'hui la forme de la discussion et des échanges, je vais revenir sur donc les intentions qui ont présidé à la publication de cet ouvrage et sur ses grandes lignes. Alors, comme l'a rappelé Martin et Frédéric, je suis à la fois une spécialiste de l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse et également une observatrice. Et je souscris tout à fait à ce terme de spectatrice engagée, c'est-à-dire l'universitaire qui observe mais qui réfléchit dans la cité. Alors, le projet est né il y a déjà 4 ans, quand en janvier 2020, le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-François Roberge, a annoncé dans les médias un processus de révision profonde du programme éthique et culture religieuse, qui est un programme qui avait été instauré 12 ans avant, en 2008, dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Et il annonce qu'il va le remplacer par un ensemble de thématiques nouvelles, dont l'éducation à la sexualité, l'éducation juridique, la citoyenneté numérique, etc. Alors d'emblée, il m'a paru nécessaire d'élucider les circonstances de cette décision, le contexte politique, sociologique, culturel dans lequel elle a été prise, d'autant plus que celle-ci a très peu été explicitée sur la place publique. En effet, si on regarde ce que dit le communiqué ministériel qui accompagne l'information, en janvier 2020, il est dit que le cours d'éthique et culture religieuse a fait l'objet de nombreuses critiques d'experts et de différents intervenants du milieu scolaire. Or, d'emblée, en tant que spécialiste, cette affirmation m'a semblé poser 2 problèmes importants. Le premier est que jamais, et 4 ans après c'est toujours le cas, nous ne saurons qui sont ces experts, qui sont ces intervenants, sur quoi repose leur expertise et quelles sont leurs analyses qui ont nourri la décision du ministre. Donc là, il y a une opacité qui a perduré au fil des ans. Et de façon liée, le second problème est que les experts reconnus dans l'enseignement de l'ECR, alors que ce soit les universitaires qui préparent les futurs enseignantes et enseignants à leur formation, que ce soit les enseignants eux-mêmes du secondaire qui le mettent en œuvre dans les milieux scolaires, n'ont pas été sollicités en amont. Par exemple, pour faire un bilan de leur enseignement, pour témoigner de leurs difficultés, de ce qui pourrait justifier peut-être une réforme. Et donc, la demande de révision de ce programme n'émane pas des acteurs éducatifs qui étaient directement impliqués dans cet enseignement. Alors, pour le dire autrement, et de façon assez ferme, le ministre n'a pas pris sa décision sur la base d'analyses émanant d'experts du monde éducatif, analyse rigoureuse et bien informée sur les orientations et les formes réelles que peut prendre l'enseignement de CR dans les classes, donc à partir d'études empiriques dans les écoles, ni non plus sur la base de la transparence, puisqu'il y a un certain nombre d'informations qui n'ont jamais été communiquées et qui pourtant me semblent indispensables à tout processus de révision et d'instauration d'un programme scolaire qui appartient par définition aux citoyens et qui est le bien public, le bien commun d'une nation. Alors, deuxième élément dans le discours du ministre de l'Éducation, c'est que, ce qui a aussi beaucoup évidemment retenu mon attention, le volet culture religieuse, qui représentait à peu près la moitié du programme, prend une place beaucoup trop grande et doit être réduit de façon considérable, si ce n'est supprimé. Alors, il est vrai que depuis son implantation en 2008, voire avant même celle-ci, le
le programme ECR est plus... Donc, le programme ECR, j'emploie ce raccourci, donc il s'agit bien du programme d'éthique et culture religieuse, et plus particulièrement le volet de culture religieuse a fait l'objet de nombreuses critiques. Et c'est l'un des principaux objectifs de mon livre que de mieux comprendre, retracer, analyser, contextualiser ces critiques, mais aussi de les soumettre à leur tour à un examen critique rigoureux. Et donc, c'est ce que je m'attache à faire dans la première partie de mon livre, où je retrace l'histoire de ces discours critiques, les acteurs impliqués dans celle-ci étant organisés autour de 3 grands camps. Ceux qui s'opposent au programme au nom d'arguments religieux, ceux qui s'y opposent au nom d'arguments nationalistes et politiques, et ceux qui s'y opposent au nom d'arguments laïques et féministes. Alors, je me suis penchée sur leur stratégie discursive, sur les mobilisations médiatiques et juridiques auxquelles ces oppositions ont donné lieu, et sur comment certains de ces discours ont pu en venir a influencé le ministre de l'Éducation dans sa décision. Et plus largement, ces critiques révèlent, à mon sens, le rapport compliqué qu'entretient à l'égard de la religion le Québec contemporain, un rapport qui oscille entre, d'un côté, l'attachement à un passé au cours duquel la religion catholique a été à la fois une des raisons d'être, mais aussi une des conditions de possibilité de la pérennité du peuple canadien-français. C'est par exemple le point de vue de certains groupes chrétiens qui sont demeurés très attachés à un enseignement confessionnel de la religion chrétienne, point de vue qui est resté minoritaire, mais qui est quand même à l'origine de 2 poursuites judiciaires jusqu'en Cour suprême, ce qui, pour un programme d'enseignement, est plutôt chose rare. Et puis, de l'autre côté du spectre, on a une vive hostilité teintée parfois de rancœur à l'égard de cette même religion chrétienne, de ses institutions et plus largement d'une profonde méfiance à l'égard du phénomène religieux en général. Et ce point de vue a été exprimé par un certain nombre d'acteurs sociaux qui se réclament entre autres soit de la laïcité, soit d'un certain type de féminisme. Et ce sont ces points de vue qui sont détaillés dans le chapitre 5 dont la lecture vous a été proposée. Ce sont ces points de vue qui également se sont imposés dans l'espace médiatique et politique, et ce sont ces éléments de langage qui ont été repris parfois textuellement par le ministre de l'Éducation, en analysant les discours, par exemple, des mouvements militants que sont le Mouvement laïque québécois ou le groupe pour le droit des femmes du Québec. On voit vraiment des propos décrivant le cours ECR comme un cours dogmatique qui renforce les stéréotypes religieux qui sont repris littéralement à l'identique par le ministre de l'Éducation, M. Roberge. Alors, j'ai voulu utiliser un prisme d'analyse double pour comprendre et analyser ces différents arguments à partir de notions qui me semblent absolument essentielles pour comprendre ce qui se joue dans ces discours et dans ces tensions. D'une part, c'est la diversité de ce que peut recouvrir les notions de liberté de conscience et de liberté de religion, notions qui parfois se superposent ou au contraire s'opposent. Par exemple, pour certains croyants, la liberté de conscience est perçue d'abord et avant tout comme une liberté religieuse, alors que pour d'autres acteurs sociaux, la liberté de conscience est d'abord et avant tout une liberté de ne pas croire. Et également, autre concept qui nourrit une grille d'analyse tout à fait intéressante, c'est celui du concept de laïcité qui est très polysémique, qui nourrit beaucoup de débats sociaux et aussi beaucoup de controverses. Et pour le résumer, on pourrait dire qu'il y a une tension entre 2 visées différentes qu'on attribue à la laïcité. D'une part, une laïcité qui est la garantie du pluralisme des convictions des citoyens et de la reconnaissance du rôle que peuvent jouer les religions à la fois dans la vie des personnes, mais aussi dans la société.
avec par exemple l'expression des religions dans la sphère publique ou leur participation à certaines discussions, et de l'autre, au contraire, une visée émancipatrice de la laïcité à l'égard du poids des religions pour ces mêmes citoyens qui militent, elles, pour une relégation stricte des religions à la sphère privée, c'est-à-dire cultuelle et domestique. Donc, une sorte d'invisibilisation du religieux le plus possible dans la sphère publique. Alors évidemment, on peut se demander si la définition dans la loi sur la laïcité de l'État adoptée au Québec en juin 2019 de la laïcité comme une séparation de l'État et des religions. Alors là, je fais une petite incise parce que je trouve qu'il y a une comparaison intéressante à faire avec la loi de séparation de France de 1905, qui, elle, parle d'une séparation de l'État et des institutions et des églises, pardon, c'est-à-dire des églises comme institutions en tant que structure organisée. Il me semble que ce n'est pas la même chose que de parler d'une séparation des églises comme institutions, en l'occurrence, il s'agit principalement de l'Église catholique dans la France de l'époque, et de parler de la laïcité de l'État et des religions. Il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je me demande donc si ce projet de loi, enfin cette loi de 2019, ne relève pas justement de ce dernier modèle de relégation des religions à la sphère privée, et qu'on n'est donc pas tant dans un modèle qui met de l'avant la neutralité de l'État que personne ne remet en question, que plutôt d'une insistance, d'une inflexion nouvelle sur la valeur de la séparation. Et je note que, par exemple, si on compare avec le projet de loi de 2013 sur la charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, il était beaucoup plus question de neutralité, me semble-t-il, dans les textes de l'époque, qui, cela dit, n'ont pas été validés par la loi. Un second objectif de mon livre, un autre objectif, est dans la seconde partie d'examiner attentivement les circonstances dans lesquelles le programme qui remplace ECR, qui est un nouveau programme qui s'appelle Culture et Citoyenneté québécoise, donc CCQ, et qui va être implanté dans les écoles primaires et secondaires à la prochaine rentrée scolaire. Comment ce programme a été élaboré? Quels jeux d'influence s'y sont déployés? Quels critères politiques et pédagogiques ont guidé les choix opérés? Alors, sa principale finalité est de préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise. Il y a vraiment une insistance, et j'ai dans le programme définitif qui maintenant est disponible sur le site du ministère de l'Éducation, on peut observer comment la laïcité est présentée. La laïcité est présentée comme un principe démocratique de l'État québécois. Donc là encore, une insistance sur une dimension qu'on pourrait qualifier de nationaliste, hein. La laïcité est une caractéristique du Québec versus peut-être le reste du Canada dans cette compréhension en tout cas, et elle est également présentée comme un droit collectif. Cette dimension également m'apparaît très importante, un droit collectif qui protège la nation, qui protège l'ensemble des groupes, et non pas un droit individuel qui protège la liberté de conscience et de religion des individus. Cela ne s'exclut pas, évidemment, mais il y a quand même cette insistance-là. Alors, quant à ce qui subsiste de la culture religieuse, très rapidement, il en subsiste peu, quasiment rien au primaire et un peu au secondaire, sur une dizaine de thèmes. Les questions de religion peuvent être abordées à travers deux thèmes, celui de la culture et des productions symboliques, où on peut parler du patrimoine religieux, de la diversité des pratiques et des croyances religieuses, et puis celui de la quête de sens et vision du monde, où parmi tout un ensemble de philosophies, d'idéologies, de visions du monde, on peut aborder le discours des grandes religions monothéistes ou des spiritualités autochtones et des spiritualités laïques.
Enfin, dans mon livre, un autre objectif qui m'a semblé important, que j'ai développé mais qui pourrait faire l'objet d'un livre en soi-même, c'est une réflexion plus large sur ce qui me semble être une vive tension à l'intérieur du monde scolaire entre différentes conceptions de l'éducation qui veulent en fait répondre à la question de savoir à quoi doit servir l'école aujourd'hui. Alors, est-ce que celle-ci peut être encore le lieu où s'incarne, où se transmet une culture humaniste, organisée autour de connaissances structurées, dont celles sur les religions, qui permettent de comprendre le monde dans son histoire, mais aussi dans son présent, dans les questions de géopolitique, par exemple, ou bien doit-elle plutôt favoriser le développement de compétences sociales, de compétences comportementales, qui sont conçues pour préparer les élèves aux défis de la vie contemporaine en société et à l'intégration au marché du travail. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'on observe depuis quelques années, le développement, voire le foisonnement des éducations A. Donc le but de ces éducations A est en fait de mettre en place une politique préventive à moyen terme qui cherche à pallier toutes sortes de problèmes de société du temps présent. Alors, éduquer les jeunes à la sexualité pour développer un comportement respectueux et égalitaire, pallier le déficit d'engagement politique des jeunes, leur apprendre à faire valoir les droits, leurs droits à eux en particulier, les sensibiliser aux répercussions des changements climatiques, euh, leur apprendre à faire un usage responsable des technologies numériques, etc., etc. Alors, évidemment, dans cette perspective-là, la disparition de la culture religieuse au profit de ces nouvelles thématiques qui se présentent comme essentielles pour former les citoyens du XXIe siècle, c'est aussi le discours du ministre de l'Éducation, on veut former des citoyens aptes à comprendre les enjeux du XXIe siècle. Dans cette perspective, la culture religieuse et les connaissances sur les religions semblent beaucoup moins opérantes. Et cette nouvelle vision de l'éducation relève d'un paradigme éducatif qui favorise, à mon sens, des contenus plus techniques. Alors, c'est une discussion aussi à laquelle j'invite évidemment les lecteurs et les participants. Alors, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer au temps de la discussion. Merci beaucoup, Mireille, pour cette présentation exhaustive. Mais en même temps, sachez que, bon, on vous a envoyé un chapitre, en fait, qui était les trois argumentaires présentés dans ce livre pour, en quelque sorte, mettre fin au ECR. On aurait pu en choisir d'autres. On a choisi ensemble ce chapitre pour faire une discussion plus approfondie. Mais sachez que dans la période de discussion, bien sûr, nous pourrons revenir sur les autres argumentaires et discuter plus largement. Je vous répète encore comment nous allons fonctionner. Simplement, nous allons entendre deux commentaires qui sont d'une dizaine de minutes chacun. Et ensuite, Mireille Estivales répondra à chaud. Donc, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile et nous la remercions de se prêter à ce jeu. Et ensuite, ben, nous ouvrirons le temps qu'il faut pour vos commentaires, vos questions. Je vois que dans les réopages qui est réunis aussi aujourd'hui, il y a vraiment à la fois plusieurs chercheurs, plusieurs de nos collègues, également des gens qui ont été à la source même de la réflexion sur la culture religieuse au Québec. Alors, ce sera certainement une discussion très intéressante. Mais tout de suite, j'aimerais, avant de donner la parole, présenter Stéphanie Tremblay, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est professeure agrégée au département des sciences des religions. Elle est également responsable de la concentration en éthique et culture religieuse du baccalauréat en enseignement secondaire de l'UQAM depuis 2017. En fait, ça a changé avec citoyenneté maintenant. Elle est sociologue de formation, détentrice d'un doctorat en éducation comparée et fondement d'éducation à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse à des perspectives interdisciplinaires telles que les liens entre les religions, les identités, les constructions des frontières entre les groupes majoritaires et minoritaires, au statut des croyances minoritaires et de la religion dans l'espace public, de la conspiritualité également dernièrement, et bien sûr tout ce qui touche la question de l'école. Je vous l'ai dit, malheureusement, Madame Tremblay ne peut pas être avec nous aujourd'hui, et donc ce sera son collègue, le professeur Dejean, qui lira son intervention. À vous, professeur Dejean. Donc à ce stade, je vous invite à fermer les yeux et imaginer que c'est Stéphanie qui parle.
Alors, j'aimerais d'abord remercier le professeur Martin Meunier de susciter le dialogue autour de l'ouvrage de ma collègue Mireille Estivales pour un travail important, rigoureux et nuancé qui fait œuvre de devoir d'histoire et de mémoire à propos de la trajectoire pour le moins tumultueuse du programme d'éthique et culture religieuse. Alors, ce livre se présente comme une chronique qui recueille et assemble les étapes rarement mises en lien ailleurs, marquant la naissance, la vie et la fin, également la transformation du programme ECR. Même si l'autrice, qui ne s'en cache pas, dénonce la fin de la culture religieuse, elle navigue en toute transparence au fil du texte entre la posture savante de l'académique et celle plus militante d'une universitaire engagée dans la formation initiale des enseignantes et des enseignants en ECR depuis plusieurs années à l'Université de Montréal. À ses yeux, le programme ECR aurait servi de bouc émissaire à une bataille symbolique, mettant en jeu plus fondamentalement une défense des identités, qu'elles soient religieuses, politiques ou idéologiques. La trajectoire oscillante du programme ECR jusqu'à sa fin abrupte révélerait en négatif l'évolution d'une complexe relation au catholicisme et à l'altérité religieuse, ainsi que la présence de tensions profondes entre différentes conceptions de l'identité collective et de l'éducation. Le tableau des arguments et des critiques présentés dans le livre pourrait d'ailleurs servir à analyser d'autres débats sociaux et éducatifs, tels que celui autour de l'éducation sexuelle à l'école, en particulier autour de la question du genre, question qui traverse le Québec et le Canada depuis maintenant plusieurs mois. Alors, dans le chapitre 5, qui fait l'objet de la discussion d'aujourd'hui, Mireille Estivales décrit certains des courants critiques les plus virulents et tenaces du programme ECR, depuis l'implantation du cours jusqu'à son remplacement par le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise. Il s'agit de l'opposition au nom d'arguments de nature laïque et féministe. Alors je propose dans cette courte intervention de revenir sur les arguments saillants du chapitre et de soulever 2 pistes de réflexion pour la discussion qui suivra. Une première réflexion concerne la dimension identitaire centrale aux critiques laïques et féministes, tandis que la seconde interroge les rapports entre savoir et croire au sein de l'enseignement du phénomène religieux. Les critiques laïques du volet en culture religieuse du programme ECR regroupent des acteurs et des individus dont la sensibilité ou non pour les réalités religieuses varie d'athée à anti-religieuse, mais qui prennent généralement pour modèle une certaine laïcité française ou d'inspiration républicaine qui va de pair avec les valeurs républicaines et d'égalité issues du siècle des Lumières, comme l'expriment Daniel Baril et Yvan Lamonde dans un ouvrage qu'ils ont co-dirigé en 2013. En remontant à l'histoire du christianisme primitif, puis au XVIIe et XVIIIe siècle, Mireille Estivales rappelle bien que nombre de principes énoncés dans un contexte chrétien deviendront des valeurs communes dégagées dans leurs racines religieuses initiales. C'est le cas de l'universalité, de l'égalité individuelle, de la dignité ou encore de la liberté de conscience. La laïcité elle-même s'inscrit dans le terreau culturel du christianisme si on porte attention par exemple aux traces d'une séparation entre pouvoir religieux et politique, ou encore à l'affirmation du fort intérieur et de la conscience personnelle dans plusieurs textes évangéliques. C'est le cas par exemple dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 6, cité par Mireille Estivales, où l'on peut lire « Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dans le cas des critiques féministes, dont plusieurs s'adossent à des analyses de matériel didactique, elles renvoient souvent, selon Mireille Estivales, à une dénonciation des discours sexistes inhérents aux religions, réduites à des vecteurs d'inégalité entre sexes, ou alors une suppression de la culture religieuse des apprentissages scolaires. C'est la page 193 de l'ouvrage. Cette condamnation des religions renvoie à 2 problèmes que l'on retrouve aussi, selon Mireille Estivales, chez plusieurs critiques laïques. Tout d'abord, le manque flagrant de culture religieuse nécessaire à la saisie des nuances, mais également une tendance au moralisme remplaçant la connaissance par le jugement moral. Cela me conduit à formuler mon premier commentaire à propos de la dimension identitaire centrale aux critiques laïques et féministes. Même si ces 2 courants critiques invoquent la filiation républicaine de leur conception de la laïcité, l'intransigeance de plusieurs de leurs tenants à l'égard du religieux reflète plutôt l'adhésion, à mon avis,
à ce qui a été nommé la nouvelle laïcité. Cette dernière s'inscrirait, selon les chercheurs français Stéphanie Hennette-Vaucher et Vincent Valentin, dans une logique de contrôle visant à éliminer tout ce qui, dans le religieux, singularise et à étendre l'exigence de neutralité à la société civile aux fins de protection d'une forme d'identité. À la différence de l'idéal républicain de la laïcité, qui fait place à l'intelligence narrative du mythe et à d'autres registres de vérité à l'école, comme l'argumente notamment Henri Pénard-Ruiz, pour qui, je cite, « la connaissance des autres cultures permet de viser l'universel en pratiquant un décentrement critique », cette nouvelle laïcité présente une sorte de bricolage de valeurs morales, valorisant paradoxalement l'émancipation et l'autorité. Comme dans l'idéal républicain, elle s'ouvre à une forme de perfectionnisme ou de paternalisme éducatif, mais plutôt que d'être mis au service de l'exercice de la liberté réflexive, elle vise la transmission de bonnes valeurs ou pratiques définies à l'avance. Ces critiques partagent d'ailleurs plusieurs traits avec ceux des fondamentalistes religieux ou des créationnistes qui visent également à défendre une forme d'identité unitaire. C'est le cas du rejet du pluralisme normatif associé à ECR, une critique que l'on retrouve à la fois dans le jugement de la Cour suprême à propos de la demande d'exemption à ECR de Suzanne Lavallée et chez la féministe Marie-Michel Poisson, citée par Mireille Estivales. Dans les deux cas, s'opère également un basculement entre ce qu'Isabelle Barberis qualifie de régime symbolique, caractérisé par la critique des idées, la falsifiabilité, la fiction ou la représentation, à un régime identitaire, davantage associé à la littéralité, au constat des identités, à l'actualisation et à la différenciation. Cela m'amène à une question pour Mireille. Est-ce que, d'après toi, le fait d'assortir au volet culture et religieuse de CR un objectif résolument civique, reconnaissance de l'autre, vertu civique, etc., plutôt qu'une finalité de formation historique ou axée sur la littératie religieuse comme dans l'approche française, n'aurait pas favorisé indirectement et rétrospectivement ce type de critique? À la fois en créant des attentes en termes de reconnaissance, par exemple du côté de certaines critiques religieuses, et des inquiétudes quant à la prépondérance de la religion comme marqueur de l'identité. Je pense ici non seulement aux critiques laïques et féministes, mais également à plusieurs discours critiques tenus par des universitaires québécois à propos de la trop grande place dévolue aux convictions religieuses par rapport à d'autres marqueurs de la diversité, sociaux, ethnoculturels et linguistiques. Par ailleurs, l'enseignement culturel des religions peut être considéré comme une question socialement vive, c'est-à-dire faisant l'objet de controverses dans la société, dans les savoirs de référence et dans le champ scolaire. Or, il est assez paradoxal que malgré les arguments transversaux à l'ensemble des critiques laïques et féministes, associant la culture religieuse à une fraude intellectuelle ou à un discours anti-lumière, on n'y retrouve pas de véritable réflexion épistémologique sur le savoir et sa démarcation d'avec les croyances. On comprend que pour la plupart des groupes présentés par Mireille Estivales, la priorité est l'enseignement d'une raison excluant toute croyance à un principe extranaturel, ce qui conduit à un évitement ou à une réfutation du religieux. De son côté, Mireille Estivales soutient plutôt que la culture religieuse doit aussi servir à former le citoyen et qu'à ce titre, il s'agit de confronter les registres scientifiques et religieux pour éclairer des facettes différentes de la connaissance, de la vérité et des valeurs. Or, si Mireille Estivales revient sur les liens historiques entre la foi, la raison et la science, certaines des alliances qu'elle évoque entre les deux registres, telles que chez Averroès ou Thomas d'Aquin, relèvent plus du concordisme, classique ou inversé, que d'une véritable autonomie des rationalités religieuses et scientifiques. Même s'il s'agit d'aborder l'histoire des idées et non pas des positionnements actuels, je me demande si ces arguments, pouvant porter à confusion, ne pourraient pas donner de l'eau au moulin des critiques rationalistes. D'un point de vue empirique, Benoît Urgeli, qui a enquêté sur les rapports entre science et religion en classe, estime que si les postures privilégiant la science sur la religion et celles fondées sur l'autonomie ou la complémentarité entre les deux registres sont toutes deux possibles en contexte laïque, chacune comporte néanmoins des risques.
La première, revendiquée par les critiques laïques et féministes décrites par Mireille Estivales, serait surtout associée à des risques de dérive dogmatique de type scientiste. Ici, le problème se réduit à une conception plate de l'homme rationnel. Il suffirait de prémunir contre les fausses croyances, ou encore, comme chez certaines féministes, à un militantisme pour les bonnes pratiques. Ces postures éducatives sont notamment discutées plus en détail par le philosophe Michel Fabre. Quant à la seconde posture, de l'autonomie-complémentarité, elle pourrait s'exposer à un écueil relativiste, même si celui-ci est moins souvent soulevé ici. Ce serait le cas, par exemple, d'un enseignant qui, pour éviter de brusquer ou pour mieux reconnaître la diversité, présenterait des théories scientifiques suscitant plus de contestations parmi les élèves, comme des théories amenées à évoluer ou à être remplacées par d'autres, ou encore comme des conflits d'interprétation avec d'autres formes de discours. Dans ces cas, l'absence de démarcation claire entre science et religion favoriserait l'affirmation chez les élèves de sa propre opinion, au nom, par exemple, de la liberté d'expression. Cette dernière posture est d'ailleurs ressortie assez largement dans une enquête que nous avons menée sur le rapport au savoir des jeunes cégepiens. Ce double écueil entre dogmatisme et relativisme est d'ailleurs commun à toutes les formes d'éducation A sur des questions socialement vives, et celles relatives aux phénomènes religieux n'y échappent pas. Il pourrait s'agir d'une avenue de réflexion à poursuivre en lien avec l'analyse du programme CCQ. D'ailleurs, puisque celui-ci incarne de manière assez emblématique les éducations A, j'aimerais savoir ce que Mireille pense de la prise en compte ou non, au final, des critiques laïques et féministes dans ses contenus, et quels écueils elle voit, s'il y a lieu, eu égard aux risques que je viens d'esquisser. Dernière question, qui se situe dans la suite de l'ouvrage, qui ne se rend pas jusque-là, et je terminerai là-dessus. Il y a, il me semble, un décalage significatif entre le projet initial symbolisé par la conférence de presse en février 2020 à teneur rationaliste et l'opérationnalisation de ce projet dans le programme CCQ qui ne reflète pas vraiment ses visées initiales. Partages-tu ce constat et, le cas échéant, comment te l'expliques-tu? Merci beaucoup à Stéphanie Tremblay par la voix de Frédéric Dejean qui a lu admirablement ce texte. Alors, tout de suite, retenez vos questions encore une fois. Passons au deuxième commentaire, cette fois-ci, qui sera prononcé par mon collègue et ami Jean-Philippe Perrault, qui est professeur depuis 2015 et titulaire de la chaire de leadership en enseignement jeunes et religion de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Ses travaux s'inscrivent en sciences des religions, donc dans une approche sociologique. Il travaille aussi les questions liées à la jeunesse, à l'imaginaire religieux, aux instances de régulation sociale, à la croyance et aux conditions du vraisemblable, aux religieux dans les sociétés de consommation, aux religieux numériques, au pluralisme. Et bien sûr, il s'intéresse également à l'éthique à ECR et il a été d'ailleurs partie prenante de la réflexion autour de ECR et il l'est encore aujourd'hui devant sa disparition. Avec sa chaire de recherche jeunes et religion, il a cherché à développer des approches pédagogiques collaboratives qui permettent une synergie entre formation initiale et formation continue. Avec les milieux universitaires, l'enseignement et la recherche, on est très content qu'il soit là. Je lui laisse la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À toi la parole. Merci. Bon après-midi. D'abord, mes remerciements à notre collègue Martin Meunier pour l'organisation de la rencontre et aussi à Frédéric Dejean de la SQR. Je suis ravi et honoré de prendre la parole, même si c'est un peu difficile de passer après Stéphanie Tremblay ou Stéphanie Dejean ou Frédéric Tremblay, je ne sais trop. Mais voilà, je pense que plusieurs de mes commentaires rejoindront ceux de Stéphanie pour ce que j'en ai compris. Et mes questions seront aussi ces questions sont aussi les miennes. Disons ça comme ça. Et naturellement, un grand merci à Mireille Estivales d'avoir eu le courage de ce livre important, parce qu'il s'agit bien, à mon sens, de courage. Il n'y a rien de jojo à écrire la chronique d'une disparition annoncée. D'ailleurs, je ne sais pas trop si c'est une disparition annoncée, mais très certainement, à mon point de vue, il est question d'une faillite. Il reste à savoir de quelle faillite il s'agit et j'y reviendrai. Livre utile et essentiel en ce qu'il retrace avec précision, on le dit, les débats qui ont entouré ce programme
tout autant que les conditions de sa mise en place jusqu'à son remplacement. On y retrouve une lecture vraiment attentive, documentée, savante, aussi bien des questions idéologiques et politiques, la place de la religion dans l'espace public, des approches de sciences sociales du religieux, que des enjeux pédagogiques, voire didactiques. Chacune des pages, je me suis dit, ah oui, elle n'a pas oublié ceci, ah, elle est au courant de cela, même de discussions qui avaient lieu plus tôt en coulisses. Bref, vous l'aurez compris, je suis admiratif. Un livre remarquablement bien fait, mais surtout, et là, au risque de me répéter, utile et essentiel parce qu'il donne accès à la trame des événements et des débats à celles et ceux qui ne les connaissent pas et force ceux et celles qui ont suivi de près la destinée de ce cours ou qui ont été engagés à faire le bilan. Voilà pourquoi je parlais de courage, surtout de celui qui m'aurait manqué si l'idée m'était venue de m'y attaquer, las des propos souvent démagogiques et des oppositions trop peu fondées. Le chapitre 5, comme les autres chapitres d'ailleurs, résume fort bien les enjeux, je ne les reprendrai pas ici. Je m'attarderai qu'à un seul élément un peu transversal, non seulement au chapitre, mais à l'ensemble du livre. Comment comprendre le sort réservé à la culture religieuse, et ce en dialogue, peut-être en complément, je ne sais trop, des propositions de Mireille et de Stéphanie qu'on vient d'entendre. Alors, Mireille Estivalaise reprend dans les premières pages du chapitre 5 les buts poursuivis par la pétition lancée en 2008 par le mouvement laïque québécois. Je les cite. 1. Retrait du volet culture religieuse. 2. Suppression de l'article 36 de la loi sur l'instruction publique qui stipule que l'école doit favoriser le cheminement spirituel de l'élève. C'est un ajout de 2000, ça d'ailleurs. Le spirituel de l'élève en vue de permettre son épanouissement. 3. L'abolition du service d'animation à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. 4. Dissolution du comité sur les affaires religieuses et du secrétariat aux affaires religieuses du ministère de l'Éducation. Et là, paf, nous sommes plaqués face à l'évidence, à l'exception de l'abolition du service AVSEC, qui ne saurait tarder, selon certains. Les gouvernements successifs ont exaucé les souhaits du MLQ. Ils ont gagné, diraient certains. En fait, je ne sais pas trop s'il s'agit d'un gain. Je serais même plutôt prudent à leur attribuer une forme de victoire qui viendrait avec un poids politique qui ne me semble pas avoir été le leur. Mais à tout le moins, le travail de notre collègue permet de reprendre les principaux arguments invoqués par les laïcistes, peu importe le mouvement d'ailleurs, qu'on comprend qu'ils sont toujours à peu près les mêmes personnes, même chez les féministes, et d'en évaluer la solidité. Alors, il y a des oppositions idéologiques recevables et raisonnables, mais Mireille Estivalaise montre clairement à quel point certains autres étaient irrationnels, infondés et malhonnêtes quand ce n'est pas tout simplement faux. La déconstruction des prétendues évaluations du matériel didactique est exemplaire. Je ne peux pas prendre qu'un seul exemple, parce qu'il y en a plusieurs d'autres dans le livre, en ce qu'elle révèle avec sa critique d'autres arguments, la dimension complotiste même de ceux et celles qui ont réussi à faire croire à certains qu'il y avait une face cachée à ce programme. En fait, une vraie leçon d'autodéfense intellectuelle, pourrions-nous dire. Donc, au-delà de cette déconstruction, donc, l'ouvrage de Mireille Estivalaise nous lance la question des conditions sociales et de l'imaginaire collectif qui a mené à cette fin de la culture religieuse. Comme je le disais à l'instant, je ne sais pas trop si les opposants au programme ont gagné, mais ce que nous pouvons dire, c'est que les différents arguments religieux, laïcistes, nationalistes, féministes, pris isolément, ont bénéficié de conditions de réception favorables, ont trouvé un écho certain, ou un certain écho, ont su correspondre à des horizons d'attente, des questions, des interrogations, des inquiétudes de la population peut-être, mais surtout de la classe politique qui leur a accordé un certain crédit, en partie seulement, et de manière circonstancielle, souvent à des fins partisanes et électoralistes, il faut le dire. L'histoire que nous raconte Mireille Estivalaise, en première ligne, si on veut, n'est-elle pas liée à des mutations en seconde ligne? Mutations qui ont présidé à la mise en place des conditions sociales de cette réception des arguments dont nous parlons. Je dirais que d'un constat, il me semble pouvoir observer un écart considérable entre le climat, appelons ça comme ça, faute de meilleurs mots, dans lequel ont été pensées les orientations ministérielles de 2005, les premières phases de rédaction du programme, les expérimentations, les premiers vidéos de formation continue, s'il y en a qui se souviennent de ça, les premières situations d'apprentissage et d'évaluation produites par le ministère ou par les commissions scolaires, donc,
un écart entre cette période, ce moment, et les représentations du programme plus tard, après 2008, les derniers forums nationaux de formation, les activités des plans régionaux de formation du personnel enseignant de 2009, 2010, 2011, les ateliers qui ont été offerts ensuite à la QSCR, le matériel didactique approuvé, les interventions de la direction de la formation générale des jeunes du ministère, etc., etc. Comme s'il y avait deux compréhensions du programme. La première, celle autour de 2005, pourrions l'appeler, faute de mieux encore, Candide. Hein, on peut l'appeler Candide parce qu'on connaît la fin aujourd'hui, était portée par une volonté de connaissance, mais aussi d'échange, de dialogue, s'inscrivant clairement dans le domaine du développement de la personne auquel le programme appartient. Une espèce d'attitude d'ouverture, d'échange sur les valeurs, d'épanouissement de l'élève, qui n'est pas complètement étrangère à la pastorale et l'enseignement religieux confessionnel dont il prenait à l'époque la relève. Pierre Lucier, d'ailleurs, a écrit sur cette continuité entre les deux programmes. Or, après 2008, on a plutôt insisté sur l'objectivité de l'approche culturelle, sur la posture professionnelle des enseignants, sur le refus de toute forme de témoignage en classe, sur l'encadrement des visites de représentants religieux. Le Comité aux affaires religieuses a déposé des avis en ce sens. En somme, une seconde compréhension plus objectivante du programme, pour mal le dire encore une fois, de ses finalités et de la culture religieuse. Entre les deux, qu'est-il arrivé? Ben, un procès entamé en 2008, avant même que le programme soit offert et dont Mireille rend bien compte au chapitre 3. Des demandes d'exemption, toutes refusées. La militance de certains groupes catholiques, à contrario de la position officielle de l'Assemblée des évêques du Québec. Mais peut-être surtout, la crise des accommodements raisonnables. Est-ce qu'on ne sous-estime pas l'effet des débats et de la commission Bouchard-Taylor, non pas tant sur l'implantation du programme ECA, même s'il y a un lien entre les deux, hein, on a soudainement associé, sans raison d'ailleurs, puisque les orientations avaient été décidées en 2005 alors que personne ne savait ce que c'était qu'un accommodement raisonnable. Donc, ce n'est pas complètement étranger, mais quand même, pas tant sur l'implantation, l'effet de la commission Bouchard-Taylor et de la crise des accommodements raisonnables, mais un effet sur le rapport aux religieux de manière plus globale. À la fois un effet et l'indicateur impact de la crise sur la perception de la religion au Québec, chez les Québécois, et crise comme indicateur des transformations du religieux. Ce que j'essaie de dire et de proposer, c'est que ce dont témoigne de manière éloquente, je dois encore le dire, le travail de Mireille, a pour arrière-plan, il me semble, une mutation plus profonde. La première compréhension du programme, que j'ai nommé Candide, était le produit d'un catholicisme culturel, d'une certaine façon. Il suffit de faire le tour des principaux acteurs de l'époque pour s'en convaincre. La seconde compréhension, plus objectivante, qui est aussi une réaction, hein, pourrait être associée à l'effritement de ce catholicisme culturel dès lors que le religieux devient davantage étranger. Le religieux qui, avant 2008, était enseigné à l'école, avait un statut particulier, peut-être rassurant et consolidant d'une certaine identité. Le religieux de l'école de 2008 et des années suivantes, après les accommodements raisonnables, est peut-être désormais perçu davantage comme pluriel, sans égard d'ailleurs à la prescription qui accordait une place plus importante en temps au catholicisme dans le programme de CR. Là. Donc, plus pluriel et d'une certaine façon peut-être plus religieux. Dès lors, on s'entend plus sur quoi transmettre et la posture de 2005, échange, dialogue, épanouissement, devient tout simplement inacceptable ou inadéquate. Ce passage à une compréhension plus objectivante du programme avait donc pour but de préciser une posture, hein, dans le discours d'après 2008, celle de l'étude du religieux à distance, telle qu'on le pratique en sciences de religion, par exemple. Or, cette proposition est peut-être arrivée un peu trop tard, quelque chose comme un raté. Et c'est là, de mon point de vue, que se situe la faillite que j'évoquais en début de mon propos, comme si on n'avait anticipé qu'à moitié la situation et la place que pouvait désormais prendre la religion à l'école. La faillite, quant à moi, est celle de ne pas avoir été en mesure de passer d'un enseignement de religion à un enseignement sur la religion, de ne pas avoir passé d'une matière malaisante pour les enseignants et risible pour les élèves à une matière qui a sa place et qui permet d'aborder ce que les autres matières n'abordent pas et de former des citoyens sur ces questions, comme le suggère Jean-Paul Vilhelm.
Nous n'avons pas réussi. Les enseignantes du primaire ont eu à ce point l'impression de marcher sur des œufs qu'elles ont cessé d'enseigner la culture religieuse pour plusieurs. Puis au secondaire, les enseignantes et les enseignants ont dû se battre avec les directions d'école et les conseils d'établissement pour que les heures de CR ne soient pas sacrifiées sur l'autel de toutes les bonnes raisons et projets pédagogiques particuliers possibles. Mireille a fait de très belles pages, on les a évoquées, Stéphanie les a évoquées, de très belles pages sur les rapports foi-raison, remontant à Averroès, Maïmonide, saint Thomas d'Aquin, pour justifier le fait que la religion n'est pas opposée à la rationalité, à l'intelligence, à la réflexion. De très belles pages également sur l'héritage occidental du christianisme. Toutefois, il ne me semble pas nécessaire d'aller sur ce terrain, qui est aussi celui, d'une certaine façon, des opposants au programme. Même si je suis pleinement d'accord avec elle, la question m'apparaît plus simple et l'obligation plus forte. Il y a de la religion, point. Elle est observable, ici comme ailleurs. On peut l'étudier, point. Et l'étudier, ce n'est pas comprendre la religion pour elle-même, mais comprendre la religion comme production de civilisation et donc le monde. Nous qui pratiquons ce métier d'intelliger le religieux, pourquoi n'avons-nous pas été capables de faire valoir la pertinence de la culture religieuse, comme le fait si justement Mireille au chapitre 9 de son livre d'ailleurs? Pourquoi n'avons-nous pas été en mesure d'assurer une place à la compréhension du religieux sans instrumentalisation directe, même pour le bien commun? Peut-être parce que nous n'avons pas été entendus. Peut-être parce que nous ne sommes pas intervenus suffisamment. Peut-être que la vision utilitariste et néolibérale de l'éducation est trop forte. Peut-être aussi parce que le programme ECR, dans ses premières compréhensions, à tout le moins, avait encore trop de relents du régime précédent. Sur ce point, la critique qui est faite au trop peu de place accordée aux visions séculières du monde, athéisme inclus, m'apparaît assez juste au final. La quasi-absence discréditait l'ensemble de la discipline. Et le politique, s'il avait accepté de réviser le programme après 5 ans, comme l'avait promis la ministre aux évêques québécois, est-ce que le tir n'aurait pas été corrigé? Est-ce que nous aurions encore aujourd'hui un programme ECR, version 2, version 3, version 4, qui sait? Et si les instances indépendantes existaient encore, les comités aux affaires religieuses, ou étaient davantage écoutées, le Conseil supérieur de l'éducation, de manière à ce qu'il y ait un sas entre la politique partisane et les programmes d'éducation? Ouais, beaucoup de si. D'une certaine façon, et je terminerai par cette dernière considération, la vision que je suggère n'est pas si éloignée du nouveau programme CCQ, Culture et citoyenneté québécoise. On y trouve un programme avec une discipline principale, la sociologie, peut-être mieux assumée. Certes, trop de termes disparates, mais quand même une certaine cohérence. Étudier des réalités culturelles, c'est la compétence, c'est l'une des compétences. Ce n'est pas sans pertinence. On peut regretter, et j'en suis, le rétrécissement de la culture religieuse à quelques éléments en rien signifiants comme on pouvait l'être en ECR. Soyons clairs, c'est bel et bien une disparition. Néanmoins, il en reste un peu. Peu, mais il en reste un peu. Pas suffisamment, mais il en reste un peu. Et nous avons la responsabilité devant ce peu de bien former, peut-être de mieux former encore les enseignantes et les enseignants pour ce qu'il reste et de faire la démonstration que l'intelligence du religieux, comme fait culturel et social, c'est aussi l'intelligence des questions de conscience de soi, d'identité d'appartenance, de vie collective et d'espace public, d'autonomie et d'interdépendance, de démocratie et d'ordre social, de relations et de bienveillance, de justice et de droit, de culture et de production symbolique, de technologie, de numérique et de défis d'avenir, de quête de sens et de vision du monde, de groupes sociaux et de rapports de pouvoir, de relations à l'environnement, soit les 17 thèmes prévus au primaire et au secondaire. Alors, encore une fois, merci Mireille et merci Martin et Frédéric de l'invitation. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ce commentaire tout à fait éloquent. Et là, je n'aimerais pas être dans la peau de Mireille qui doit à chaud donc réagir. Plusieurs questions sur la table. Alors, j'ai vu qu'elle les a bien notées et j'imagine qu'elle a déjà quelques esquisses de réponses. Donc, pour je dirais 7 à 8 minutes, Mireille, si tu pouvais réagir à chaud. Et ensuite, nous ouvrirons à
à tous les participants pour des interventions, des questions et des réponses. Donc, à toi la parole. Merci Martin. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Frédéric qui a si bien su nous transmettre la parole de Stéphanie, toujours aussi stimulante et riche. Et puis merci beaucoup aussi à Jean-Philippe pour tes réflexions, ton questionnement. Puis c'est d'autant plus important que tu es un des acteurs aussi principaux de la réflexion initiale sur ces questions, sur ce programme. Donc cette mise en perspective aussi, oui, je la trouve particulièrement intéressante. Alors oui, comme Martin souligne, quelques minutes pour répondre à des questions nombreuses, pas faciles. Donc je sais que je vais moi-même me décevoir et probablement vous décevoir aussi un peu. Je vais rebondir sur quelques éléments qui m'ont paru particulièrement intéressants ou en tout cas susciter un débat qu'on ne pourra qu'initier entre nous aujourd'hui. En commençant donc avec les propos de Stéphanie autour peut-être de trois éléments dans ses propos. Le premier qu'elle a évoqué et que je trouve particulièrement intéressant, c'est la question de savoir si nous ne sommes pas en face d'une forme de nouvelle laïcité avec une insistance sur la dimension émancipatrice, la dimension du perfectionnisme également et une certaine intransigeance à l'égard du religieux. Alors, je pense que, en effet, on peut, si on considère sur le temps long, certains historiens considèrent que, par exemple, dans l'histoire de l'évolution de la laïcité en France, donc sur plus de 100 ans, on a commencé avec une laïcité de séparation qui a plus ou moins bien été vécue, mais qui ensuite a évolué vers une neutralité plus axée vers une laïcité plus axée vers la neutralité. Donc, où la séparation était certes toujours présente, mais où il y avait des partenariats. Et c'est intéressant encore d'observer comment en France, il y a des partenariats, il y a des discussions au plus haut niveau de l'État avec des groupes religieux. Je pense par exemple à une réflexion qui a lieu en cours en ce moment sur l'aide à mourir, hein, sur les procédures d'euthanasie, où le président de la République consulte régulièrement des groupes religieux, d'autres groupes également, mais disons les associe à la réflexion et à la discussion. Bien évidemment, c'est le législatif et qui va décider par une loi de ce qu'il en est, mais il y a il y a quand même des échanges, des discussions. Bon. Alors, de façon parallèle, on note quand même depuis des années, quelques années, avec par exemple le projet de loi sur le séparatisme, peut-être un certain retour, moi ce que j'appelais à une inflexion nouvelle vers un retour à une laïcité de séparation, qui effectivement tend vraiment à exclure le plus possible les religions du champ public, y compris des discussions collectives sur des questions qui engagent l'ensemble de la société, et de faire en sorte qu'elles soient de moins en moins visibles. Alors évidemment, on fait les liens au Québec avec la loi sur la laïcité de l'État et l'interdiction faite au personnel enseignant de porter des signes religieux. D'ailleurs, moi, de nombreux acteurs sociaux m'ont dit c'était pas possible de continuer à avoir ECR avec la loi sur la laïcité. Bon, sans tellement d'ailleurs développer plus les arguments qui justifient ce point de vue et qui, à mon avis, mériterait d'être un peu plus approfondi que cela ne l'a été. Donc, bon, une sorte, Stéphanie parlait de paternalisme éducatif, bon, qui a pu être invoqué effectivement vis-à-vis justement de la volonté de contrôle de ce que l'on peut montrer dans son apparence vestimentaire en termes d'appartenance religieuse. Donc, je pense qu'effectivement, on est dans un contexte de forte tension entre ces différentes formes de laïcité
et qui déchire d'ailleurs nombre de mouvements associatifs, hein. Il y aurait également beaucoup à dire, on l'évoquera peut-être dans la discussion aussi, sur les déchirements à l'intérieur des mouvements féministes, sur cette question justement du contrôle de ce que les femmes peuvent porter comme signe religieux ou non, et dans quelles circonstances. Donc ce sont des mouvements, enfin, qui travaillent vraiment nombre d'associations. Une autre question qui m'a paru très intéressante dans ce que disait Stéphanie, c'est effectivement l'ambition plurielle du programme ECR d'avoir voulu à la fois fournir des contenus objectifs sur les religions, la religion abordée comme un fait social, avec des croyances, avec des pratiques, avec des rituels, avec des symboles, avec des corps de prêtrise, etc. Donc, un ensemble de savoirs qui participent de la culture générale d'ailleurs, bon, mais qu'on appelle culture religieuse, mais associés très étroitement à un objectif civique qui était de favoriser la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. Et effectivement, comme Stéphanie le souligne, dans nombre de critiques du programme ECR, cet objectif de reconnaissance de l'autre a été parfois mal comprise, parfois dévoyée et parfois instrumentalisée pour montrer combien justement on a une obsession de l'autre dans sa seule identité religieuse, en faisant l'impasse sur d'autres marqueurs d'identité. Bon, alors que les autres marqueurs d'identité pouvaient être travaillés dans le volet éthique également. Mais effectivement, ça a donné lieu, par exemple, aux critiques d'endoctrinement, euh, de lavage de cerveau. Et là, je fais tout de suite le lien avec une remarque de Jean-Philippe, effectivement très pertinente, sur les liens avec la crise des accommodements raisonnables. Il y a eu malheureusement concurrence, enfin, dans le calendrier, il y a eu ces événements qui sont arrivés un peu au même moment, mais le projet de réforme de CR est antérieur à la crise des accommodements raisonnables. Mais cette crise est venue cristalliser véritablement une opposition aux religieux vu comme cherchant de façon subreptice ou plus affirmée à réinvestir le champ public, à réimposer le religieux dans plusieurs instances ou dans plusieurs institutions. Et donc cette rencontre dans le calendrier entre ces deux débats a vraiment beaucoup nui effectivement à ECR et a été compris comme étant une surinsistance sur l'identité religieuse des enfants ou des jeunes, ce que le programme ne dit pas. Et évidemment, il y a un point très important que j'évoque dans mon programme. euh, c'est intéressant de voir comment la critique appuyée sur l'analyse de certains manuels ou de certains cahiers d'apprentissage non approuvés a pu en venir à nourrir la critique du programme lui-même et a pu en venir par la suite à demander la suppression du programme et en particulier de la culture religieuse. Là, il y a des effets qui sont de polarisation qui sont intéressants à observer. Donc oui, probablement que c'est très juste. Cet objectif civique qui pourtant veut nous dire que vivant dans une société de plus en plus plurielle, nous devons apprendre à mieux nous connaître les uns les autres, y compris les éléments qui nous distinguent les uns des autres, mais il y avait également cet objectif de poursuite du bien commun qui a comme un peu été noyé, je dirais, par les critiques et le discours sur celui de la reconnaissance de l'autre. D'ailleurs, maintenant, dans le programme de culture et citoyenneté québécoise, il est question de la reconnaissance de l'autre et de la reconnaissance de soi comme individu. Donc la dimension identitaire est aussi très fortement présente. Euh,
un autre élément que Stéphanie a soulevé et que je partage tout à fait, on ne peut que souhaiter que le meilleur au programme Culture et Citoyenneté québécoise, même si moi je regrette beaucoup les prémices sur lesquelles il a été élaboré, qui me semblent insuffisamment transparentes et à partir d'études rigoureuses dès le départ. Bien, il a pris une forme qui effectivement est différente de ce qui avait été annoncé principalement lors de la conférence de presse de 2021, où beaucoup s'étaient un peu interrogés sur la dimension de fierté, voire de saveur chauvine que ce programme devait avoir pour soutenir la citoyenneté québécoise. Bon, peut-être que ces craintes ont moins lieu d'être dans la version actuelle que nous avons. Cela dit, et sans être grand devin, on peut penser que l'éducation à la sexualité est un sujet extrêmement sensible, extrêmement complexe et polarisant, et qu'on va certainement avoir beaucoup de contestations de parents. Je dirais les mêmes parents qui se plaignaient que leurs enfants soient exposés à un enseignement sur des religions différentes de la leur. Eh bien, on peut tout à fait imaginer que des parents vont déplorer vivement, peut-être même lors de contestations judiciaires, que leurs enfants soient exposés à des visions de la sexualité qui ne sont pas celles que eux veulent leur transmettre. Sans compter que tous les mots sont piégés et que certaines des définitions qui sont choisies dans le programme prêtent elles-mêmes flanc au débat et à la critique, et qu'il est très difficile d'être neutre. Et les accusations de prosélytisme, à mon sens infondées, qui ont été faites au programme, enfin à la culture religieuse, pourraient tout à fait se retrouver formulées à nouveau à l'égard de l'éducation à la sexualité, qui est un sujet, encore une fois, extrêmement sensible, extrêmement délicat. Martin, je ne sais pas, tu es le maître du temps, je ne sais pas Quelques trop, minutes. Disons quelques que minutes. peut-être pour répondre à quelques questions que Jean-Philippe a mis de l'avant. Voilà, voilà, exactement. Bon, donc j'ai évoqué la pertinence effectivement de remobiliser tout ce débat sur la crise des accommodements raisonnables comme ayant nui à la compréhension de la culture religieuse, hein, qui a été vue donc dans certains discours critiques comme un endoctrinement à l'acceptation de ces accommodements. Oui, la diversité religieuse est bonne en soi et il faut absolument l'intégrer, l'accepter, y compris dans des demandes qui peuvent paraître tout à fait difficiles à accepter. Sur la question du chapitre, parce que les deux, tant Stéphanie que Jean-Philippe, se sont interrogés sur la présence de ce petit chapitre hein, sur les liens entre la foi et la raison. C'était de façon très modeste, d'autant plus que je ne suis pas philosophe hein, et que je ne veux donc pas m'aventurer dans un domaine que je ne maîtrise pas totalement. Je trouvais intéressant de rappeler que à partir d'auteurs importants du Moyen Âge, mais si j'avais pu faire un chapitre beaucoup plus long, j'aurais évidemment intégré des penseurs beaucoup plus récents, y compris des penseurs contemporains. Euh, euh, je pense à Hartmut Rosa, par exemple, récemment, de montrer que cette opposition simpliste que font parfois les détracteurs de la culture religieuse en disant la foi s'oppose nécessairement à la raison n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent chez les philosophes. Il y a de la raison, il y a de la rationalité dans la foi. Hein, et même si, alors il ne faut surtout pas tomber dans effectivement l'écueil du concordisme et de vouloir trop rapprocher l'un et l'autre, ce sont des voies différentes qui permettent de s'interroger sur le monde avec des méthodologies complètement différentes. Donc, effectivement, je pense qu'il faut rester très prudent et ne pas chercher à les mêler dans les enseignements, mais c'est sûr que les questions sur le créationnisme vont surgir chez certains élèves lorsqu'on va aborder les questions de l'explication de l'origine du monde et qu'il va falloir y répondre en les mettant en perspective et en évitant effectivement tant l'écueil du rejet de la croyance, c'est pas pertinent parce qu'il y a pas de raison là-dedans, que de l'écueil du concordisme. Donc, je pense que là, il y a
une réflexion intéressante à mener sur ces liens et également sur ce que l'on doit intellectuellement au christianisme comme matrice symbolique, culturelle de nombre de nos valeurs aujourd'hui ou de nombre de nos combats, certes sortis de leur gang chrétienne, certes ayant subi plusieurs influences, mais je pense que c'est une erreur que de vouloir biffer d'un trait de plume tout ce que l'on peut devoir à ce riche passé qui continue encore de nourrir. Euh, alors, Peut-être nous pouvons passer aux questions. Et quitte, évidemment, Mireille, tu seras sollicité pour plusieurs d'entre elles. Alors, on pourra revenir et approfondir certains aspects. Alors, pour intervenir, vous pouvez lever votre main électroniquement, je veux dire, ou encore écrire vos questions et commentaires dans le chat. Alors, j'ouvre et on a plusieurs minutes. Là, bon, on a prévu jusqu'à 13h30, mais on peut déborder jusqu'à 13h45 si le débat est intéressant. On est là pour discuter. Alors, il y a plusieurs personnes ici, je le rappelle, qui sont des gens, des chercheurs et des chercheuses, et également, il y a plusieurs artisans des premières heures, d'ailleurs, de ECR. Et donc, ce serait intéressant d'avoir le témoignage et la parole d'un peu de tout le monde. Tout de suite, il y a quelqu'un qui se lance et casse la glace. Xavier Delgrange, à vous la parole. Oui, je voudrais surtout vous remercier d'abord de m'avoir convié à ce séminaire tout à fait passionnant. Je suis le Belge de service, donc j'interviens depuis Bruxelles. Je voulais simplement faire une réflexion. J'étais très très surpris quand même de la teneur du livre, parce que pour moi, le Québec, c'est Bouchard et Taylor, et je crois ils sont enterrés maintenant, si j'ai bien compris. Mais en Belgique, comme en France d'ailleurs, on définit la neutralité de l'enseignement ou la laïcité de l'enseignement comme étant un enseignement qui ne s'interdit aucun champ du savoir. Ce sont des expressions qui sont reprises à la fois dans la législation belge et française. Et, et alors, je me demande comment on se tire une balle dans le pied, en fait, en défendant une certaine forme de laïcité qui dirait non, on va pas aborder le phénomène religieux. Et je voulais simplement dire aussi que cette difficulté est présente aussi en Belgique et également en France. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si qui veut répondre ou Mireille, peut-être. Bonjour Monsieur Delgrange, très heureuse de faire votre connaissance aujourd'hui. Oui, alors on doit s'interdire aucun champ de savoir. La question qui se pose, c'est de quelle façon? Ce qui a été demandé par certains, c'est pour parler des religions, il faut les aborder par une approche critique. Alors évidemment, moi je réponds à ça que l'approche critique exige d'abord une approche cognitive. Il faut d'abord des connaissances avant de critiquer. Or, dans certains des discours dont je fais état aujourd'hui, tout de suite, il faut critiquer. Tout de suite, il faut critiquer le sexisme, l'irrationalité des religions, etc. Avant même de les comprendre, de les connaître, de les comprendre, de les situer dans leur contexte culturel. Ça, je donne quelques exemples aussi d'anachronismes qui, pour moi, sont saisissants quand on prend des textes de la Bible, qu'on les tire totalement de leur contexte et qu'on en fait aujourd'hui un exemple pour dénoncer l'homophobie ou la violence à l'égard des femmes. Ben oui, dans des sociétés, effectivement, d'il y a 3000 ans, bon, voilà, mais qui nécessitent d'être mises en contexte. Donc, alors non, messieurs Bouchard et Taylor sont encore toujours de ce monde, continuent d'ailleurs toujours de s'exprimer, mais effectivement, on a un tournant au Québec qui depuis quelques années, et on se situe présentement dans cette laïcité plus de séparation et plus de relégation des religions
à la sphère privée. D'ailleurs, Jean-Philippe évoquait également tout un ensemble d'autres décisions éducatives qui tendent à biffer tout ce qui relève du spirituel ou des activités à vocation spirituelle au sens large, hein, qui sont supprimées par le gouvernement actuel. Merci Mireille. Alors, tout de suite, puisque je vois que tout à coup les mains se sont levées, je vais attendre pour ma question. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Proulx. Alors, à vous, Monsieur Proulx, et bienvenue d'être ici. Bonjour à tout le monde, bonjour à Mireille en particulier, pour laquelle j'ai une admiration certaine et sans borne. Cela dit, mon intervention sera courte. Je veux commencer par rappeler deux anecdotes qui sont, me semble-t-il, porteurs de signification. La première, c'est lorsque je suis allé porter à titre de président du groupe sur la place de la religion à l'école, dont je vous montre ici le rapport pour ceux qui n'auraient pas lu encore. C'est encore bon, il a été publié en 1999. Et l'anecdote est la suivante. Quand je suis allé porter ce rapport au ministre de l'Éducation de l'époque, qui était M. Legault, la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que vous avez fait un sondage ?» À vrai dire, je suis resté un peu bouche bée ou bouche la bée, comme on dit, par cette question-là, mais je comprends que pour M. Legault, et on comprend encore maintenant dans ses approches politiques, que le consensus social était une valeur absolument importante. Or, il se trouve qu'effectivement, nous avions fait un sondage et la perspective d'un enseignement religieux non confessionnel, voire portant sur l'ensemble des religions, était une perspective très, très peu majoritaire. Je cite les chiffres ici, 52,1% pour la perspective laïque et 46,8% pour la perspective confessionnelle. Cela explique, me semble-t-il, les tergiversations qui ont duré pendant près de 9 ans, parce que le cours éthique et culture religieuse, je le rappelle, a été mis en place en 2008, alors que ce rapport dont je viens de vous parler est de 1999. Donc, pendant tout ce temps-là, il y a eu la réflexion sur comment dirais-je donc, la réception sociale ou oui, c'est ça, la réception sociale des recommandations du rapport sur le cours éthique et culture religieuse. Ça, c'est ma première anecdote. La deuxième est vraiment plus drôle cette fois-ci. C'est au début de l'an 2000 à peu près, peut-être en février, je reçois un téléphone à mon bureau à l'Université de Montréal de M. Barry, le président du mouvement laïque québécois, et qui m'a dit, écoutez, notre conseil d'administration a décidé d'offrir le prix Condorcet au groupe de travail sur la place de la religion à l'école. Alors là aussi, je suis resté, comme dirait l'autre, bouche bée ou bouche la bée par cette offre. Le rapport du groupe de religion sur la place de la religion à l'école aurait reçu le prix Condorcet si tant est que son président sortant, en l'occurrence moi-même, avait dit, écoutez, après, je vais consulter mes collègues du comité. Et évidemment, les membres du collège ont dit non, 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 on n'acceptera pas ça parce qu'on ne veut pas se lier à un groupe particulier dans la société. Mais c'est très intéressant de voir qu'on nous a offert ce prix-là et ce rapport-là était considéré par le mouvement laïque de l'époque comme étant un rapport conforme à leur perspective. Je m'arrête là-dessus parce qu'il y en a d'autres qui voudront sans doute commenter autrement, mais ça me fait plaisir de vous les avoir racontés dans les deux cas. Merci beaucoup, Jean-Pierre Proulx. On va tout de suite passer aux commentaires de Gilles Beauchamp et ensuite celui de F.A. Pecker et ensuite on pourra peut-être, ce soit Mireille ou Jean-Philippe, pourra évidemment répondre. Monsieur Beauchamp? Bonjour, merci beaucoup. Je vais tenter de poser une question claire et courte. D'abord, merci Mireille pour ce livre vraiment fascinant, vraiment très bien articulé, facile à lire aussi, je dois dire. C'est pas toujours une qualité que tout le monde a, mais votre livre l'avait. Ma question est, mais déjà, j'ai aimé aussi beaucoup le lien que vous avez fait avec les conceptions de la liberté de conscience, les différentes conceptions de la laïcité, puis comment est-ce que ça venait s'articuler aussi dans la vision de l'éducation qui était mise de l'avant avec ce cours-là. Mais vous avez distingué deux façons de voir la liberté de conscience et
Et je me demandais, donc, la liberté comme une liberté religieuse, comme une liberté de ne pas croire. Puis je me demandais si la nouvelle, en fait, la façon dont elle est conçue dans la loi sur la laïcité de l'État, telle que présentée par Guillaume Rousseau, là, qui a été consultant pour le gouvernement, puis aussi qui est l'avocat du MLQ dans la contestation, comme je me demandais si c'est parce que la liberté de conscience, comme la liberté de ne pas croire, est présentée comme une espèce de libération du pouvoir religieux. Mais dans les travaux de Rousseau, elle est plus présentée comme l'envers de la liberté de religion des minorités, qui est défendue par la Charte canadienne et les droits individuels, puis la liberté de conscience comme un droit collectif du peuple québécois d'être libéré de la liberté de religion des minorités. Je me demandais si cette conception-là, vous trouvez qu'elle cadre bien avec la distinction que vous offrez dans le livre, ou si c'est peut-être autre chose qui est en jeu, puis peut-être comment est-ce qu'on peut voir le lien avec cette sortie de la religion de l'école, si je peux m'exprimer ainsi, qui semble être conçue en un certain sens comme un désir de ne pas être exposé à la religion de l'autre, surtout de la religion minoritaire. Donc, est-ce qu'on peut voir un lien avec cette conception-là de la liberté de conscience d'un peuple qui veut, je ne sais pas, se libérer de la religion et donc qui ne veut pas être exposé à la religion ou à la liberté, conçue peut-être même comme la liberté religieuse, des minorités religieuses d'avoir, en tout cas, bref. Merci beaucoup. Merci, M. Beauchamp. F.A. Pecker, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Mireille, pour ce livre, et Martin et les autres pour cette organisation. Donc, ma question, j'ai deux questions, mais peut-être il n'y a pas de temps. Ma question, c'est le titre du livre, c'est La fin de la culture religieuse dans le domaine de l'éducation en particulier. Est-ce que vous, Mireille, est-ce que vous pensez que c'est un signe pour suggérer que c'est la fin de la culture religieuse dans les autres domaines de la société et la politique québécoise aussi, surtout quand on parle par exemple, le concept de patrimonialisation de la religion. À partir de 2016, Geneviève Zubrzycki a écrit sur cela, Jean-François Laniel a écrit sur la culturalisation de la religion. Pensez-vous que c'était juste une courte période et est-ce que la patrimonialisation a un futur dans les politiques, surtout dans les politiques québécoises? Et juste pour donner un exemple, en 2008, comme vous savez, tout de suite après la publication de rapport Bouchard-Taylor, il y avait un vote unanime dans l'Assemblée nationale pour dire que non, on garde le crucifix. Tandis qu'en 2019, donc 10 ans plus tard, il n'y avait pas beaucoup de discussions là-dessus. C'était juste, ça faisait partie de la loi 21, mais comme avant ça même. Donc, cette tendance, selon vous, suggère que c'est la fin de la culture religieuse ou la patrimonialisation plus généralement au Québec. Merci. Alors, plusieurs interventions ici. Merci beaucoup. Alors, Mireille, peut-être pour commencer, pour reprendre les deux anecdotes de M. Proulx, anecdote qui est très significative. La question plus fondamentale, peut-être philosophique, je dirais, de M. Beauchamp et question sociologique générale ici sur la sécularisation ou est-ce un témoin de quelque chose d'autre de F.A. Pecker? Alors, Mireille, peut-être que Jean-Philippe aussi, tu pourrais dire un mot. Et là, ben, j'inviterais bien Stéphanie si elle était là. Mais évidemment, mon collègue Frédéric Dejean peut aussi mettre son grain de sel et intervenir. Je vais répondre rapidement pour laisser la place à mes collègues aussi. Oui, la question de la liberté de conscience comme droit collectif du peuple québécois, c'est vraiment effectivement mis de l'avant. Alors, par opposition, la liberté de religion est vue comme une liberté individuelle. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est aussi prise comme critère par la Cour suprême du Canada. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça se situe sur un horizon de vouloir se distinguer du reste du Canada, tant sur le plan politique que sur le plan juridique. Hein. Donc, oui, la liberté de conscience comme liberté de s'émanciper à l'égard des religions, comme peut-être émancipation parfois vivement encouragée
hein. Les religions, dans ce cas-là, étant vues comme un système un peu obsolète dont il faut se déprendre. Et là, effectivement, il y a clairement une lecture politique. Elle est vue comme un droit propre au peuple québécois, hein. D'ailleurs, dans le programme CCQ, on parle bien d'un droit collectif lié à la démocratie québécoise. Et donc là, une volonté de se distinguer et de marquer la spécificité du Québec par la protection de ce droit collectif par le recours aux clauses dérogatoires quand même, hein. Et donc oui, de prendre de la distance avec la liberté de religion conçue comme un droit individuel, privilégiant, alors à tort ou à raison dans cette perception-là, la protection des minorités religieuses. Donc je crois qu'effectivement là, vous soulevez un point tout à fait juste. Et puis, pour les questions d'effet Péker, alors, je ne peux pas trop m'aventurer dans ce qui va se passer dans d'autres domaines, mais enfin, quand même, la fin ou la suppression ou la quasi-suppression de la culture religieuse dans le domaine éducatif fait qu'on va avoir des citoyens de moins en moins éduqués aux faits religieux, hein, ou dont la principale formation va être celle de leur collectivité religieuse quand ils appartiennent à des collectivités religieuses. On sait que beaucoup d'enfants ne sont pas socialisés dans des institutions religieuses, donc sont indifférents, mais aussi ignorants de ces questions-là. Donc, c'est pas l'école qui va tellement les éduquer à ces questions-là. Donc oui, ça pourrait avoir des incidences sur, en fin de compte, la perte de visibilité, la perte du rôle des religions dans la société de façon générale. Il me semble d'ailleurs que ce processus est déjà très largement engagé au Québec, hein, dans une société extrêmement sécularisée. Là, Martin, je pense, sera mieux placé que moi pour en dire beaucoup à ce sujet. Et pour ce qui est de la patrimonialisation de la religion, moi, ce qui m'a frappé, c'est d'analyser de façon comparative les discours accompagnant le projet de la charte de laïcité de 2013, défendu à l'époque par le PQ, et le texte qui a fait voter la CAQ en 2019. En 2013, on trouve beaucoup d'éléments du catholicisme patrimonialisé, de la volonté de défendre la croix de l'Assemblée nationale, la croix du Mont-Royal, les symboles religieux, la toponymie religieuse. C'est explicitement dit, donc il y a vraiment ce catholicisme culturel, identitaire, patrimonial. En 2019, moi, j'observe que cette dimension-là a quasiment disparu. Et que donc, comme vous l'avez noté très justement, tout le monde retire le crucifix à l'Assemblée nationale sans que ça fasse débat avec qui que ce soit, sans que ça pose aucun problème. Et donc là, il y a ce que j'appelle un désancrage. Il y avait quelques ancrages religieux qui étaient principalement de type patrimonial. Moi, j'observe qu'il y a un désancrage vis-à-vis de cet héritage-là. Et je pense, mais là, je ne suis pas devin, ça pourrait être amené à s'élargir. Voilà. Je suis pas sûre qu'un retour en arrière va être possible. Sur le plan même de la protection du patrimoine religieux, on voit bien comment ce patrimoine religieux est extrêmement difficile à protéger pour toutes sortes de raisons, et parfois on fait le choix de le laisser se décomposer et se détruire. Merci. Voilà. Merci, merci beaucoup Mireille. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir, mais je pourrais peut-être poser ma question pour relancer un peu celle J'aimerais de... intervenir. Oh, parfait. Ben, allez-y. Fernand Ouellet. Oh, pardonnez-moi, je n'ai pas vu votre main levée, alors je suis désolé. Oui, je suis pas Alors habitué à oui. lever les mains électroniquement. Ah, ben, il n'y a pas de problème. À vous la parole, Fernand Ouellet. Ben, je voulais d'abord saluer mon vieil ami Jean-Pierre Prault et peut-être emporter une petite anecdote de mon côté. Je suis un peu comme, nous sommes un peu comme les grands-pères de la culture religieuse au Québec. Et moi, je me suis surtout intéressé à la formation des maîtres dans ce domaine-là. Et j'avais une approche assez radicale, si on peut dire, qui s'appuyait sur les sciences sociales et humaines en général.
et en particulier sur la sociologie, mais aussi dernièrement, je me suis surtout intéressé à l'Inde et je suis à la retraite depuis 2008 et je travaille sur des traductions d'un auteur classique, de deux auteurs classiques de la littérature hindi. J'ai appris le hindi pour être capable de communiquer directement et voir ce qui se passe dans ce pays actuellement de 1,4 milliard d'habitants qui est en train de choisir un premier ministre au mois de mai prochain. Et le débat est absolument fascinant à suivre. Et j'ai découvert récemment un auteur indien qui est un spécialiste en sciences politiques et avec lequel j'aurais beaucoup d'affinités. Je vous rappelle, moi, je me suis donné avec Jean-Jacques Simard, le collègue de M. Jean-Philippe, que je ne connaissais pas et dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention. Et je pourrais féliciter notre auteur principal aujourd'hui d'avoir permis cette intervention que je trouve extrêmement pertinente. Et moi, avec Jean-Jacques Simard, on avait donné une définition de la formation interculturelle. Ça s'appelait formation. Pendant une partie de pêche, je suis allé à la pêche avec Jean-Jacques et on avait trouvé cette définition un peu ronflante, mais ça va bien avec le personnage de Jean-Jacques Simard. Formation à l'acceptation raisonnée de la diversité culturelle afin de mieux participer à l'interaction sociale, créatrice d'identité et de commune humanité. C'était la définition qui était sous-jacente à mes travaux et que j'ai trouvé un auteur qui s'appelle Ashutosh Varshney, qui a étudié les conflits interreligieux en Inde. C'est une étude extrêmement originale que je pourrais recommander à mon collègue de l'Université Laval, que je pourrais lui envoyer les références. Et je crois qu'il va trouver que c'est tout à fait pertinent. Et ça donne cette dimension de comprendre la religion comme facteur, comme phénomène social qui peut créer des conflits. Je pense que c'est quelque chose qui est une grande perte, le fait de faire disparaître la culture religieuse. Et pour moi, qui est une des explications que je vois à l'échec que décrivait Jean-Philippe, c'est que le gouvernement de l'époque n'était pas prêt à investir dans la création d'une nouvelle discipline qui s'appelait l'enseignement de la culture religieuse. Et ça a créé toutes sortes d'ambiguïtés. Il n'y a pas eu d'enquête, comme je soulignais Mme Estivalaise, sur ce qui se passait réellement et qu'est-ce qui s'est passé dans les classes. Les gens ont fait n'importe quoi puis on ne sait pas quoi qui s'est fait. En plus, il n'y a pas eu d'études pour suivre cette situation-là. Mais moi, c'est une de mes explications, c'est qu'on a voulu créer une nouvelle discipline sans faire les investissements nécessaires. Voilà. Merci beaucoup pour votre commentaire. Peut-être Jean-Philippe et Mireille pourraient en dire deux mots. Bonjour Fernand, contente de te revoir. Moi aussi, je te félicite. Merci. Oui, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Comme souvent, le gouvernement a fait à l'époque quand même quelques efforts d'investissement dans la formation du personnel, mais très rapidement, il y a eu des problèmes. C'était un personnel roulant, donc les gens étaient formés, n'étaient pas ceux qui allaient forcément dans les écoles. Et puis, je l'explique ça dans un chapitre de mon livre en parlant des réalités du terrain. Comment, en fin de compte, l'enseignement, et je crois que c'est pas valable que pour l'enCR, et encore moins dans le contexte actuel de pénurie, est parfois donné à des gens qui sont pas formés à la dernière minute, qui font ce qu'ils peuvent. Alors, certains se renseignent ou demandent à des collègues plus expérimentés, d'autres font un peu, effectivement, des choses pas très, très solides. Et comment cela a pu nuire peut-être parfois
à certaines perceptions. Mais il y a quand même beaucoup de collègues, nous, ça fait des années à l'UDM, à Laval, à l'UQAM, qu'on forme des enseignants au secondaire après un bac de 4 ans. Donc, ils sont des gens vraiment solides en sciences des religions, en philosophie, en éthique, en sciences de l'éducation, évidemment. Et donc, on a quand même tout un personnel qui a été formé au fil des ans, qui n'est peut-être pas suffisant pour répondre à la demande, mais c'est effectivement un enseignant ne peut bien enseigner que ce qu'il maîtrise, pardon, et ce qu'il apprécie. Hein, voilà. Donc, si on lui donne ça à la dernière minute, c'est sûr que c'est pas des conditions idéales. Je ne sais pas si Jean-Philippe veut rajouter des choses parce que lui aussi s'occupe beaucoup de la formation des enseignants. Il y aurait plein de choses à dire, mais le temps file. Mais rapidement, là-dessus précisément, c'est quand même un peu ironique de voir que probablement qu'une des plus grandes difficultés d'implantation du programme ECR a été la courte période de temps entre les orientations ministérielles et l'implantation du programme, soit 3 ans, et de voir que quelques années plus tard, plus de 10 ans plus tard, avec le programme CCQ, on se retrouve dans un contexte pire Similaire. encore, avec encore moins de temps. Donc, là, on me dit que ça lag. Mais voilà, c'est ce que je voulais souligner. Je vais arrêter là. Merci, Jean-Philippe. Ben, moi, je poursuivrais. J'avais plusieurs questions, mais plusieurs ont déjà été posées. Mais peut-être que cette question-là est une question fondamentale, c'est-à-dire que maintenant que ECR n'est plus, euh, la question, c'est est-ce que les facultés qui ont mis au monde ECR peuvent-elles continuer à prendre le relais? Jean-Philippe, à la fin de son exposé, tentait de montrer la chose. Quels sont donc les défis, les enjeux de cette espèce de sécularisation d'ECR? Et donc, pour les facultés qui l'enseignent, et est-ce qu'à quelque part, il ne devrait pas y avoir, sans dire une autonomisation des facultés qui l'enseignaient, du moins un regroupement autre, comme le suggérait Fernand Ouellette, pour conserver la question de. Moi, j'ai toujours l'impression que ma lecture du livre de Mireille m'a rasséréné dans ma lecture première, c'est-à-dire j'ai toujours pensé que CR était venu trop tard et d'une certaine façon, venant trop tard, l'évolution du religieux au Québec avait changé déjà au moment où il s'instaure. Et à partir de ce moment-là, notre dynamique prend le relais et il est discrédité. Ma question, et là, on voit qu'il n'y a pas de structure qui est mise en place véritablement, d'où la hâte que Jean-Philippe Perrault signalait sur le nouveau programme. Est-ce qu'au fond, sur le plan structurel et on pourrait presque dire sur le plan bureaucratique, on n'est pas ici dans tous les ingrédients pour que ce projet-là échoue? C'est ma question que je vous pose. Je peux peut-être m'essayer une petite réponse très, très rapide. Si ça lag moins, je pense avoir réglé le problème. Effectivement, c'est une des dimensions importantes, celle que tu soulèves, Martin. Un des défis vraiment importants, et là qui nous interroge tous comme citoyens, c'est-à-dire que c'est la formation, bien sûr, des futurs enseignants, mais c'est la formation dans un changement de programme des enseignants en exercice. Donc, de mémoire, c'était quelque chose comme 25 000 enseignants. Et malgré des plans de formation de ECR, malgré ce qui est offert pour CCQ, rapidement, le milieu de l'éducation, qui est déjà sur le bord du burn-out, là, hein, rapidement, le milieu de l'éducation n'est pas capable d'absorber ou de dégager le temps qui serait nécessaire. C'est très, très technique et pratique, mais ça a des conséquences très, très concrètes et profondes. Ils ne sont pas capables de dégager le temps nécessaire. Dans le cas du programme ECR, il y a eu beau avoir des tentatives de faire la formation continue, mais là, c'est arrivé 2-3 ans plus tard, on était dans la priorité pour le français, la lecture à l'école et je ne sais trop quoi d'autre. Donc, vraiment, c'est là le grand défi. Bien sûr, du point de vue des universités, j'en suis, mais comment le réseau de l'éducation peut s'assurer d'une véritable formation continue des enseignantes et des enseignants pour ECR comme pour l'ensemble des domaines de formation, ce qu'on exige ailleurs, hein, des ingénieurs, des infirmières, des infirmiers, d'un paquet d'autres professionnels, mais pour lesquels on ne semble pas avoir trouvé le moyen de dégager de l'espace dans le réseau actuel. Oui.
Et ce que je peux dire, moi, du point de vue des universités, c'est qu'on doit former les enseignants de tous les programmes, donc on doit former à ce programme-là. C'est un véritable casse-tête parce que il y a toutes sortes d'éléments qui relèvent du juridique, de l'éducation à la sexualité, de la sociologie, du numérique. Donc c'est des montages hein, qui sont vraiment difficiles à réaliser mais que les universités essayent de faire au mieux avec les ressources dont elles disposent. Donc là encore, hein, le programme étant implanté à l'automne prochain, nous n'aurons pas des enseignants issus de la formation initiale qui seront formés à ce programme-là, puisqu'une formation demande 4 ans, hein, donc, et que le programme est disponible depuis l'année dernière seulement. Donc, et qu'il y a forcément un temps de décalage. Mais disons que les universités vont faire leur part pour former le mieux possible avec les ressources dont elles disposent. Maintenant, le côté très hétéroclite des contenus du programme, l'abondance de thèmes, l'abondance de perspectives, l'abondance de questions très sensibles également fait qu'il va y avoir des enjeux très nombreux à relever. Ça va vraiment pas être quelque chose de facile. Est-ce que dans 5 ans, on dira ah bah les ingrédients de l'échec étaient déjà là peut-être, peut-être pas. Hein, bon, voilà, mais c'est une réalité difficile là que de former, comme le disait Jean-Philippe, les très nombreux enseignants sur le terrain. D'ailleurs, certains ont dit, moi, je ne veux pas enseigner ces questions-là, parce que enseigner l'éducation à la sexualité, c'est pas tout le monde qui a le goût de le faire, et c'est surtout pas tout le monde qui est formé pour ça. Et c'est vraiment, encore une fois, un sujet qui demande une formation solide. Donc, il y a des réorientations de carrière, et dans le contexte de pénurie qui est le nôtre, évidemment, on peut s'inquiéter de savoir quelles sont les personnes qui vont être en mesure d'être suffisamment bien formées pour donner ce programme le mieux possible. Merci. Peut-être une dernière question de Mme Lynne Dubé qui a levé sa main, on va dire subrepticement dans le débat. Alors, je lui laisse la parole. Bonjour tout le monde, merci de me recevoir. Allô Mireille, allô tout le monde, allô, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir ce midi. J'ai énormément apprécié l'ouvrage Mireille. J'ai une demande spéciale, une deuxième partie. Reprendre là où tu as laissé pour aller jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis conseillère pédagogique, je suis chargée de l'implantation, de la formation des maîtres en exercice. J'ai aussi une charge de cours à l'UQAM, donc je baigne entre ceux qui naviguent dans l'ancien programme vers le nouveau programme, ceux qui sont déjà en poste et qui doivent adhérer, changer. Un des angles à tenir en compte, selon moi, c'est la grande distinction qu'il faut faire entre l'enseignement au secondaire et l'enseignement au primaire. Il y a vraiment une grande disparité, ne serait-ce que dans l'adhésion au nouveau programme, qu'on le connaisse ou pas. Donc, la réalité du primaire est vraiment, vraiment très, très, très différente. Pour ce qui est du secondaire, effectivement, là, c'est toute la répartition, la mécanique, la quincaillerie interne des différents centres de services qui viennent faire en sorte qu'effectivement, peut-être que dans 5 ans, on va dire, oui, alors ce qu'on a vécu avec ECR, on s'enligne vers quelque chose de similaire pour CCQ. C'est très asymétrique, l'adhésion, la volonté, les connaissances, les gens là, patouillent, grosso modo. Il faut se rappeler aussi qu'on vient de sortir, là, du moins à Montréal, d'un mois de grève et que là, les gens se réveillent. On est à l'an 0 de CCQ. L'an 1, c'est à la fin août prochain. On a le programme officiel depuis uniquement le 18 août dernier. Le cadre d'évaluation, qui est quand même le nerf de la guerre dans l'enseignement, hein, c'est évalué, est sorti un peu plus tard. Il y a encore des éléments, mais ce que je constate dans les différents réseaux dans lesquels je suis impliquée, c'est qu'il y a vraiment un changement de culture et de
personne, même au niveau des réseaux universitaires, au niveau des conseillers, conseillères pédagogiques qui prennent le feu de la rampe, des enseignants qui étaient plutôt dans l'ombre, qui ne manifestaient pas aussi ouvertement leur réticence à enseigner toute la C2. Là, tout d'un coup, prennent la lumière et viennent de l'avant. On a aussi des militants qui, au niveau de la sexualité, veulent beaucoup, 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 beaucoup l'enseigner. Et les autres qui manifestent leur désapprobation. Il y a d'ailleurs des lettres là, organisées, préformatées, qui circulent dans différents centres de services pour déjà demander des retraits d'enfants pour le cours de CCQ. Alors, tout ça est sur la table. Il ne nous reste que quelques mois pour favoriser l'assimilation et l'acquisition du nouveau programme. Donc, je voulais simplement vous mentionner ça. Et merci encore, Mireille. Merci d'avoir organisé tout ça. Vraiment, vraiment intéressant. Merci, merci, Madame Dubé. Mireille, peut-être un mot et nous allons par la suite conclure. Ben, merci beaucoup, Lynn, pour ce témoignage du terrain. C'est toujours extrêmement précieux de savoir comment un nouveau programme est reçu par les enseignants, comment les questions concrètes de sa mise en place vont être relevées. Oui, déjà, bon, ben, je le disais tout à l'heure, et tu le redis, on peut penser que l'éducation à la sexualité va être une pomme de discorde, disons, entre certains parents, certains enfants, certaines communautés. Donc là, il faudra que le gouvernement fasse des choix également. Par rapport à tout ce qui était demande de retrait pour le CR, le gouvernement avait été très strict, hein. Il avait dit qu'il refusait les demandes d'exemption. Ça a nourri quand même deux poursuites judiciaires jusqu'en Cour suprême, dont l'un quand même est... je pense à celui sur la demande du collège de Loyola d'enseigner les religions dans une perspective catholique et d'enseigner une éthique chrétienne ont été validés par la Cour suprême. Donc, on n'est probablement pas au bout du chemin en termes de contestation et de décisions politiques et judiciaires sur cet aspect-là du programme qui représente une partie très importante, hein. Au secondaire, il est dans toutes les thématiques quasiment, et donc il risque de faire l'objet de contestations. Donc ce sera un dossier intéressant à suivre dans les prochains mois dans ces différents aspects. Merci beaucoup. Merci, Mireille. Écoutez, il est maintenant 13h47. Nous allons devoir nous laisser. J'aimerais avant tout remercier Frédéric Dejean pour sa participation double, Stéphanie Tremblay par l'intermédiaire de son texte, Jean-Philippe Perrault et bien sûr Mireille Estivales qui nous a livré vraiment à chaud tous ses commentaires et je vous invite à vous procurer le livre. Il y a plusieurs sections dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui qui sont là et je le conseille. Je remercie beaucoup la Société québécoise pour l'étude de la religion. Et également le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa et son coordonnateur, Éric Chevauchery, qui nous a piloté ça aujourd'hui. Je vous remercie à tous et à toutes et passez une excellente fin de journée. À une prochaine. À bientôt. Au revoir.